17 octobre 1895. L'aube se lève avec une lenteur douloureuse sur Saint-Côme-du-Mont, un village ancestral niché au cœur rude des monts d'Auvergne. Une brume épaisse, lourde de l'humidité glaciale de l'automne, enlace les toits d'ardoise et s'accroche aux branches dénudées des arbres centenaires. Le vent, tel un souffle lugubre, siffle entre les maisons de pierre, portant avec lui l'odeur âcre de la terre fraîchement labourée, et la fumée âpre des feux de bois qui peinent à réchauffer les intérieurs. Chaque silhouette est engourdie par le froid mordant, chaque son étouffé par le voile cotonneux qui enveloppe ce lieu reculé, comme si le monde extérieur avait délibérément choisi d'ignorer les drames qui s'y tissaient en secret. C'est dans cette atmosphère de désolation que se prépare un acte d'une indicible cruauté, un secret qui allait marquer l'Aule, âme du village pour les décennies à venir. À elle, écart du petit cimetière paroissial, où les croix de fer tordues témoignent des vies passées, une silhouette solitaire et courbée se découpe dans le gris pâle du matin. C'est le père François, le curé du village, son visage buriné par les ans et les confessions, mais aujourd'hui déformé par une détresse insoutenable. Ses mains, habituellement fermes pour bénir ou pour le travail de la terre, tremblent de manière incontrôlable, alors qu'il lâche une poignée de terre lourde et humide sur une fosse à peine dissimulée, creusée à la hâte au bord d'un bosquet d'arbres. Il n'y a pas de cercueil, pas de drap mortuaire, pas de prière murmurée pour les défunts. Seulement ce monticule anonyme, terreux, qui absorbe silencieusement la dernière trace d'une existence volée. Le silence qui règne est si profond qu'il en devient oppressant, seulement brisé par les plaintes du vent, et le battement frénétique du cœur du prêtre, qui résonne comme un tambour dans le vide. Des larmes silencieuses, chaudes et amères, creusent des sillons sur ses joues parcheminées, témoignage muet d'une souffrance indicible et d'une culpabilité écrasante. D'un geste lent et mécanique, il se signe, cherchant une absolution que son âme ne peut lui accorder. Le visage du père François est ravagé, non par le deuil habituel qu'il a tant de fois accompagné, mais par l'horreur pure de ce qu'il vient de commettre ou de laisser commettre. Deux jeunes vies, deux âmes innocentes, viennent être effacées de la mémoire des hommes, non par la maladie ou le destin, mais par un acte monstrueux, orchestré avec une précision glaçante. C'est la peur du scandale et de la honte, qui menaçait l'ordre établi, et le besoin impérieux de silence, qui ont dicté cet enterrement sans nom, cette disparition forcée. Un secret lourd comme une pierre est désormais scellé sous la terre froide de Saint-Côme-du-Mont, attendant des décennies pour que la vérité puisse enfin éclore. Dans la demeure imposante des Merciers, où le luxe relatif masquait une misère morale profonde, Élise et Jeanne vivaient sous un joug implacable. Élise, l'aînée de 20 ans, ressentait le poids de chaque journée, chaque regard, chaque geste, déplacé de Gérard Mercier, l'homme qui se prétendait leur tuteur. Sa jeune sœur, Jeanne, à peine 16 ans, se recroquevillait dans un silence protecteur, les yeux hantés par des ombres que même la lumière du jour ne parvenait pas à dissiper. Élise savait que ce qu'elle subissait, était pas normal, pas juste. L'inceste, ce mot murmuré dans les recoins sombres des consciences, était devenu leur réalité quotidienne. Malgré la peur paralysante, la détermination germait en elle. Elle ne pouvait plus supporter cette existence, non seulement pour elle-même, mais surtout pour Jeanne, dont l'innocence était chaque jour davantage souillée. Elle devait parler, briser le silence qui les étouffait, quand bien même elle savait que sa parole d'orpheline n'aurait que peu de poids face à la respectabilité inébranlable des Merciers, piliers de Saint-Côme-du-Mont. C'est ainsi qu'un matin gris, le cœur battant à tout rompre, Élise osa franchir les portes de la gendarmerie locale, une bâtisse modestement austère. Elle espérait y trouver une oreille attentive, un bras protecteur. Face au capitaine Robert Leclerc, un homme d'une quarantaine d'années dont le regard trahissait une certaine lassitude, face aux petites misères du village, elle tenta de déballer l'indicible. Ces mots, d'abord hésitants, se firent plus fermes, à mesure qu'elle décrivait les abus de Gérard Mercier, le notable respecté. Mais la réaction fut loin de ses espérances. Le gendarme, bien que visiblement mal à l'aise, écouta avec un scepticisme teinté de fatalisme. La parole d'une orpheline, sans famille pour la soutenir, contre celle d'un propriétaire terrien influent, membre du conseil municipal, pesait de tout son poids. Les preuves, difficiles à obtenir dans une maison où la peur régnait en maître. La loi, en s'est éloignée 1895, peinait à pénétrer les murs épais des traditions et des arrangements locaux. Leclerc la pria de revenir avec des preuves plus tangibles, la renvoyant, sans le vouloir, dans la gueule du loup. La nouvelle de la tentative Élise ne tarda pas à remonter aux oreilles des Merciers, portée par les murmures du village qui, tel un organisme vivant,
absorbait et recrachait les secrets. La fureur de Gérard fut silencieuse mais glaçante. Adèle, son épouse, une femme pieuse et obsédée par les apparences, fut la première à réagir avec une violence verbale inattendue. Pour elle, le scandale ne résidait pas dans les abus commis, mais dans leur révélation. L'honneur de la famille, patiemment construit sur des générations de respectabilité et de fortune terrienne, était menacé. Les deux sœurs furent soumises à un interrogatoire brutal, accusées de mentir, de manipuler, de vouloir nuire à leur bienfaiteur. Jeanne, terrifiée, se rétracta sous la pression, mais Élise, malgré les coups et les menaces, refusa de céder. Leur sort était désormais scellé dans l'esprit des Mercier. Il ne s'agissait plus seulement de étouffer une rumeur, mais de éradiquer la source même de la discorde, de faire disparaître toute trace de cette ignominie qui souillait leur nom. Le village, déjà imprégné par l'autorité des Mercier, se rangea naturellement à leur côté. Le père François, déchiré entre sa conscience et la pression des notables, fut convoqué par Gérard. La conversation, à huis clos, fut brève mais implacable. L'ordre établi devait être maintenu, le scandale évité à tout prix pour préserver la paix du village et l'image immaculée de l'Église. Le curé, affaibli par l'âge et la peur, finit par acquiescer, son silence le rendant complice d'un crime qu'il abhorrait. Le docteur Pierre Laurent, le médecin du village, fut également mis sous pression. Il lui serait demandé, le moment venu, de falsifier des certificats de décès, d'attester d'une maladie fulgurante et inattendue pour les deux orphelines. La décision de faire disparaître Élise et Jeanne N était plus un simple murmure, mais une résolution collective, tacite, scellée par la peur, l'intérêt personnel et l'aveuglement volontaire. Le sort des sœurs Dubois était désormais tragiquement certain, dicté par une justice rurale impitoyable. Des décennies plus tard, une silhouette solitaire, celle de Marie Dubois, une cousine éloignée des sœurs, arpente à son tour les ruelles de Saint-Côme-du-Mont. L'appel du passé, une rumeur persistante, un écho lointain de sa propre enfance, l'a ramenée sur ces terres d'Auvergne. N était alors qu'une enfant lorsque les noms d'Élise et Jeanne avaient été prononcés pour la dernière fois à voix basse, comme un secret trop lourd à porter. Le village, figé dans le temps, semblait toujours respirer cette atmosphère de non-dit, ces vieilles pierres gardant jalousement des souvenirs enfouis. Marie, désormais septuagénaire, portait en elle cette curiosité tenace, cette intuition que derrière le silence apparent se cachait une vérité bien plus sombre. Elle sentait le poids des générations passées, l'ombre des événements qui avaient marqué les âmes, et laissait son regard s'attarder sur chaque détail, chaque visage, cherchant une fissure dans le mur de l'oubli. Son enquête commença modestement, dans la poussière des archives locales. À la mairie, les registres des états civils de l'année 1895 révélèrent une absence troublante. Aucun acte de décès officiel pour Élise ou Jeanne Dubois. Seuls quelques feuillets jaunis mentionnaient leur placement initial chez les Mercier. Puis, aux archives paroissiales, auprès d'un prêtre âgé et visiblement mal à l'aise, Marie découvrit des registres lacunaires, des annotations ambiguës, des dates approximatives qui ne collaient pas. Était comme si les sœurs n'avaient jamais existé, ou pire, qu'elles avaient été délibérément effacées des mémoires et des papiers. Cette absence de traces formelles, loin de la décourager, ne fit qu'attiser sa détermination. Chaque rature, chaque blanc dans ces registres, était un indice muet, un cri silencieux, qui résonnait à travers le temps, la poussant à creuser plus profondément. Marie chercha ensuite à briser l'omerta villageoise. Elle rencontra les doyens de Saint-Côme, des visages burinés par les ans et les souvenirs. Leurs réactions furent variées, certains manifestaient un malaise évident, détournant le regard, changeant de sujet. D'autres, plus rares, laissèrent échapper des bribes de phrases, des murmures à peine audibles sur « une histoire triste », des Mercier puissants, ou « un secret qu'il ne fallait pas réveiller ». La peur, transmise de génération en génération, était palpable. Personne n'osait nommer l'innommable, et les silences en disaient souvent plus long que les mots. Marie comprit alors l'ampleur du pacte de silence, qui avait scellé le sort de ses cousines. Chaque porte claquée, chaque regard fuyant, chaque réponse évasive renforçait sa conviction que le village tout entier avait été complice, par action ou par inaction, de cette tragédie oubliée. C'est en explorant les archives départementales, loin de l'influence locale, que Marie Dubois fit une découverte capitale. Parmi de vieux rapports de gendarmerie, elle mit la main sur des notes personnelles, manuscrites, du capitaine Robert Leclerc. L'homme, mort depuis longtemps, avait manifestement tenu un journal officieux de son enquête de l'Époque.
Ces écrits révélaient une profonde frustration, des doutes persistants sur la disparition des Sœurs du Bois, et l'impuissance face à des pressions de la plus haute sphère locale. Il y évoquait des certificats de décès suspects, et un silence imposé par le conseil municipal et l'autorité ecclésiastique. Ces mots, jetés sur le papier dans l'intimité d'une conscience tourmentée, étaient la première preuve tangible que les sœurs n'avaient pas simplement disparu, mais avaient été effacées, leur destin orchestré par une conspiration locale. Armée de ces révélations fragmentées mais puissantes, Marie savait qu'elle tenait le fil d'une vérité terrible. Elle ne pouvait plus se contenter des témoignages évasifs ou des registres incomplets. Il lui fallait une preuve irréfutable, quelque chose de physique, d'indiscutable. Elle commença à se rapprocher d'historiens locaux spécialisés dans les affaires régionales oubliées, à chercher des expertises plus poussées sur les pratiques funéraires de l'époque, ou sur la manipulation des documents officiels. Son enquête prenait une nouvelle dimension, celle d'une quête acharnée pour la reconnaissance de 2 vies volées. Chaque pas la rapprochait du cœur du mystère, de l'endroit où le silence avait été le plus profond. Elle sentait que la clé de l'énigme, le témoignage ultime, attendait être déterrée, quelque part sous la terre froide de Saint-Côme-du-Mont, depuis plus d'1 siècle. Marie Dubois, munie des notes manuscrites du capitaine Leclerc, entreprit la démarche la plus formelle de son enquête. Elle se présenta à la préfecture de l'Auvergne, puis au parquet de Clermont-Ferrand, espérant que ces révélations posthumes déclencheraient une réouverture d'enquête. Cependant, face aux fonctionnaires, l'accueil fut poli mais empreint d'un scepticisme inébranlable. « Madame, une affaire vieille de 100 ans, sans corps, sans preuve matérielle directe. Les témoins sont tous disparus », lui expliqua un jeune substitut du procureur, le regard déjà là. Les procédures s'annonçaient kafkaïennes, les textes de loi de 1895, et d'aujourd'hui se télescopant dans un méandre juridique inextricable. L'administration, elle-même engourdie par le poids des décennies, semblait incapable de déterrer un tel passé, préférant le laisser enfoui sous les strates du temps et de la paperasse. Pour la justice, ça était un dossier classé, une simple rumeur villageoise, sans fondement légal tangible, malgré la force morale du témoignage de Leclerc. Marie sentait déjà le mur se dresser. De retour à Saint-Côme-du-Mont, Marie décida de confronter les autorités locales actuelles. Elle rencontra le maire, un homme d'une 50aine d'années, dont le nom de famille trahissait des liens lointains avec d'anciennes familles influentes du village. Dès qu'elle évoqua les Sœurs du Bois et les révélations de Leclerc, le visage du premier édile se ferma. « Madame Dubois, il y a des histoires qu'il vaut mieux laisser dormir. Notre village a besoin de paix, pas de vieux scandales qui pourraient entacher notre réputation, effrayer les touristes, argua-t-il, balayant d'un revers de main les notes du gendarme, comme de simples élucubrations d'un homme frustré. Le poids de l'omerta, cette fois, ne venait pas des anciens, mais d'une volonté politique, de maintenir une façade immaculée. La peur du scandale, transmise de génération en génération, persistait, non plus pour les Merciers eux-mêmes, mais pour l'image collective du village. Marie comprit que la résistance haine était pas seulement administrative, elle était profondément enracinée dans le tissu social et politique local, une toile invisible mais puissante. Face à cette double fin de non-recevoir, Marie se sentit un instant submergée par un mélange d'impuissance et de colère. Les portes se refermaient devant elle, non par malveillance directe, mais par la lourdeur des procédures, le manque de volonté politique et la crainte ancestrale de remuer les cendres. « C'est trop tard, Madame Dubois. Laissez les morts en paix », lui avait-on dit à plusieurs reprises. Mais comment laisser en paix des âmes, dont l'existence même avait été niée, dont la sépulture était une insulte à leur mémoire? Chaque refus ne faisait qu'attiser sa détermination. Elle réalisa que la justice légale, telle qu'elle la concevait, ne serait peut-être jamais rendue. Sa quête prenait alors une nouvelle dimension, celle d'une réhabilitation morale, d'une reconnaissance que le système judiciaire avait refusé d'accorder. Les Sœurs du Bois méritaient plus que le silence, elles méritaient une voix, et Marie était résolue à la leur offrir, même si elle devait se battre seule contre le temps et l'oubli. Face à l'inertie administrative et à l'omerta locale inébranlable, Marie Dubois comprit qu'elle devait impérativement changer de stratégie, pour espérer faire éclater la vérité. Les portes de la justice officielle étant closes, ou du moins scellées par le poids des décennies, et le manque de volonté politique, elle se tourna résolument vers d'autres avenues, celle de la mémoire et de la vérité historique. Son premier pas fut de contacter des historiens régionaux, des chercheurs passionnés par les récits oubliés de la France rurale du XIXe siècle, ceux qui savaient lire entre les lignes des archives poussiéreuses, et déchiffrer les non-dits des témoignages fragmentés. Parallèlement,
elle chercha le soutien de journalistes d'investigation reconnus pour leur ténacité dans les affaires non résolues, espérant que la puissance des médias, une fois éveillée, pourrait enfin briser le mur de silence que les institutions refusaient obstinément d'ébranler. Ces professionnels, étrangers aux pressions insidieuses du village et dénués d'intérêt personnel, représentaient son dernier espoir, des alliés potentiels indispensables dans sa quête obstinée de justice mémorielle pour Élise et Jeanne, dont les voix avaient été si cruellement étouffées. La première historienne à répondre à son appel fut Madame Geneviève Lefebvre, une spécialiste respectée des micro-histoires rurales et des pratiques sociales du XIXe siècle, dont les travaux sur les injustices et les silences de l'époque étaient particulièrement reconnus dans les cercles universitaires. Intriguée par la persistance inébranlable de Marie et la nature glaçante des notes manuscrites du capitaine Leclerc, Geneviève accepta d'examiner minutieusement tous les documents accumulés. Son regard expert décela immédiatement les failles béantes et les incohérences flagrantes dans les registres des états civils et paroissiaux, des anomalies qui n'auraient pu être le fruit du hasard. Elle valida l'hypothèse d'une manipulation délibérée des actes officiels, soulignant à quel point de tels arrangements, souvent orchestrés par les élites locales, étaient malheureusement monnaie courante dans les régions isolées, où les notables détenaient un pouvoir quasi absolu, à l'abri des regards de l'administration centrale. Cette analyse rigoureuse apporta une validation cruciale à la conviction profonde de Marie, transformant une simple intuition en une thèse historique crédible, désormais étayée par une connaissance approfondie des mécanismes de pouvoir et de dissimulation de cette période sombre. L'intervention éclairée de Geneviève Lefebvre, et la crédibilité qu'elle conférait à l'enquête de Marie, attira rapidement l'attention d'un jeune journaliste d'investigation prometteur, Antoine Laurent, connu pour ses reportages incisifs sur les affaires non élucidées et les scandales historiques. Fasciné par le destin tragique des sœurs Dubois, et le récit d'une omerta séculaire qui avait englouti leur histoire, Antoine décida de s'immerger pleinement dans l'enquête, apportant avec lui son flair pour la vérité et ses méthodes modernes. Il commença à recueillir des témoignages auprès des rares habitants, encore en vie, ayant des souvenirs de l'époque, ou de leurs descendants directs, armé d'une patience et d'une persévérance inébranlables. Son approche, plus directe, et potentiellement médiatisée, fit remonter de nouvelles bribes d'informations, des murmures étouffés, des regards coupables, et des silences éloquents. Si l'ancienne génération restait souvent murée dans le silence par peur, ou par culpabilité ancestrale, la présence d'Antoine, avec son magnétophone et son carnet, commençait inexorablement à fissurer la carapace du secret, révélant la puissance persistante et toxique du secret familial et villageois. Fort de ces nouvelles pistes, des révélations ténues arrachées aux anciens et de la validation historique apportée par Geneviève, Marie, l'historienne et le journaliste, formèrent une alliance improbable, mais extraordinairement efficace. Leur objectif commun se précisait: identifier le lieu de sépulture non officiel, cette fosse à peine dissimulée, évoquée avec tant de détresse, dans les notes posthumes du père François. Geneviève, avec ses connaissances approfondies des coutumes rurales et des pratiques funéraires marginales de l'époque, suggéra des zones spécifiques en périphérie du village, là où de tels enterrements clandestins étaient parfois pratiqués pour échapper aux regards indiscrets. Antoine, quant à lui, utilisa ses contacts pour obtenir des cartes anciennes détaillées et des photographies aériennes rares, cherchant des altérations du paysage, des anomalies topographiques ou des traces de remaniement du sol qui auraient pu passer inaperçues. Leur collaboration transcendait les disciplines, chaque pièce du puzzle apportant une nouvelle lumière sur l'horreur enfouie, l'espoir grandissant de pouvoir enfin donner une sépulture digne et une reconnaissance posthume à Élise et Jeanne. Leurs recherches convergèrent finalement vers un bosquet d'arbres isolés, non loin de l'ancien presbytère, un lieu que les cartes anciennes montraient comme une parcelle de terrain rarement visitée, bordant curieusement les anciennes terres des Merciers. Était précisément là, dans l'ombre discrète de chênes centenaires et de broussailles épaisses, que les notes du capitaine Leclerc mentionnaient un silence palpable et une agitation suspecte, peu après la disparition des sœurs, comme si la terre elle-même avait été remuée. Le croisement méticuleux des informations archivistiques, des témoignages indirects recueillis par Antoine et des analyses topographiques menées par Geneviève, fit naître une certitude glaçante et inéluctable. Le temps était venu de passer de l'hypothèse à la preuve matérielle irréfutable. Marie sentait que la vérité, enfouie et scellée sous la terre froide de Saint-Côme-du-Mont pendant plus d'un siècle, était sur le point de ressurgir avec une violence inouïe, prête à briser le silence et à révéler l'indicible, non sans une appréhension profonde, mais portée par une détermination farouche, à honorer la mémoire des orphelines. Après avoir ciblé le bosquet, elle, équipe, Marie, Geneviève, Antoine,
comprit qu'il lui fallait plus que des preuves circonstancielles pour envisager une excavation. Antoine, usant de son flair journalistique, retourna interroger les doyens du village, non pas sur les sœurs directement, mais sur la maisonnée des Mercier, sondant les mémoires pour des détails oubliés, des recoins secrets, des anecdotes familiales transmises à voix basse. Une vieille dame, parente éloignée d'une ancienne domestique des Mercier, évoqua le souvenir d'une malle ancienne, longtemps reléguée au rang de vieillerie, conservée dans le grenier poussiéreux de la ferme Mercier, laissée à l'abandon depuis des décennies. Ce détail, anodin en apparence, alluma une lueur d'espoir chez Marie. Il correspondait à l'intuition que des effets personnels, témoins silencieux, auraient pu être dissimulés, oubliés du temps et des regards curieux, au-delà de l'omerta. Marie, munie d'une autorisation obtenue grâce au contact d'Antoine et au soutien académique de Geneviève, accéda à la ferme Mercier en ruine. Le grenier, véritable mausolée des vies oubliées, était envahi de toiles d'araignées et de poussière séculaire. Au milieu d'amoncellements de meubles dépareillés et de textiles moisis, elle repéra la malle. Lourde, en bois sombre et vieilli, elle était fermée par un loquet de fer rouillé. À l'intérieur, sous des couches de linge moisi et de papier jauni, ses doigts effleurèrent quelque chose de rigide. Un petit carnet relié de cuir. Était le journal intime d'Élise, ses pages brunies par le temps, sa couverture polie par l'usage clandestin. À côté, noué d'un ruban délavé, gisait un petit paquet de lettres, adressé à une amie d'enfance lointaine, jamais envoyée. L'atmosphère du grenier sembla s'alourdir, chargée soudain du poids d'un siècle de silence et de secrets. La découverte provoqua une décharge électrique chez Marie. Tenant le journal d'Élise, elle ressentit une connexion intime avec la jeune femme dont la voix avait été étouffée si longtemps. Geneviève et Antoine, témoins de ce moment historique, saisirent immédiatement l'ampleur de cette trouvaille. Les premières pages, lues à la lueur vacillante d'une lampe, révélèrent des écrits d'une lucidité et d'un désespoir poignant. Élise y consignait non seulement les abus répétés de Gérard Mercier, avec une précision glaçante, mais aussi ses tentatives désespérées de trouver de l'aide, l'indifférence des villageois, et le sentiment croissant d'être piégé. Ce journal était une fenêtre ouverte sur elle, âme d'Élise, une preuve irréfutable de son calvaire et de la conspiration, qui était ourdie autour d'elle, transformant l'enquête en une quête personnelle de rédemption. La découverte du journal intime d'Élise, avec ses révélations glaçantes sur les abus et la conspiration du silence, fut le catalyseur tant attendu. Antoine Laurent, le journaliste, conscient de l'importance historique et émotionnelle de ces pages, travailla jour et nuit pour rédiger un article percutant. Publié d'abord dans un quotidien régional, sous le titre évocateur « Les murmures d'une orpheline brisent un siècle de silence au cœur de l'Auvergne », il frappa les esprits par sa précision clinique et son empathie profonde envers les victimes. L'onde de choc fut immédiate. Les téléphones des rédactions locales sonnèrent sans relâche. Les habitants de Saint-Côme-du-Mont se retrouvant sous les feux des projecteurs, contraints d'affronter un passé qu'ils avaient si longtemps cherché à enfouir. Pour la première fois, la vérité des Sœurs du Bois, articulée par Élise elle-même, échappait aux murs du village. L'histoire des Sœurs du Bois, exhumée par Antoine et Marie, ne tarda pas à franchir les frontières régionales. Reprise par les grands journaux nationaux et les émissions d'investigation, elle devint un symbole poignant des injustices passées, résonnant avec d'autres affaires non résolues, où la parole des faibles avait été étouffée par le pouvoir et la respectabilité. Les descendants des Mercier, dont le nom était désormais associé à cette ignominie, furent mis au pied du mur, sommés de s'expliquer ou de reconnaître les faits. La pression publique s'intensifia, non seulement sur la famille mais aussi sur les autorités préfectorales et le parquet de Clermont-Ferrand, désormais incapables d'invoquer la prescription ou le manque de preuves. L'opinion réclamait une reconnaissance officielle, une lumière crue sur ce qui avait été un crime collectif. Pendant ce temps, Madame Geneviève Lefebvre, l'historienne, apporta son expertise pour authentifier le journal d'Élise et contextualiser son contenu avec une rigueur académique implacable. Ces analyses furent publiées dans des revues spécialisées, corroborant les récits du journal, avec des faits établis sur les pratiques sociales de leur époque, la vulnérabilité des orphelines et les mécanismes d'omerta dans les communautés rurales. Elle démontra comment le système, de l'oglo, église à l'administration locale, avait permis et couvert un tel acte. Cette validation scientifique ajouta une couche de crédibilité indéniable à l'enquête, rendant toute tentative de minimisation ou de déni de plus en plus vaine. L'affaire N était plus une simple rumeur, mais une page sombre et documentée de l'histoire française.
la combinaison des révélations journalistiques et de la validation historique créa un élan irrésistible. Des associations de défense des droits de l'enfance et des victimes d'abus, ainsi que des groupes de mémoire, s'emparèrent de l'affaire, organisant des rassemblements et des pétitions pour exiger une enquête archéologique sur le bosquet identifié. Le maire de Saint-Côme-du-Mont, auparavant réticent, se trouva isolé et contraint de reconsidérer sa position face à l'ampleur du scandale. L'idée d'une excavation officielle, bien que tardive, commençait à prendre forme, non plus comme une demande isolée de Marie, mais comme une exigence nationale, un impératif moral, pour la mémoire des Élise et Jeanne, dont les voix avaient enfin transcendé un siècle d'oubli. Le jour de l'excavation tant attendue se leva sur Saint-Côme-du-Mont, non pas dans le silence habituel, mais sous le regard curieux, parfois honteux, d'une poignée de villageois. Marie Dubois, Geneviève Lefebvre et Antoine Laurent, accompagnés d'une équipe archéologique mandatée discrètement, se tenaient au bord du bosquet identifié, leur visage marqué par une tension palpable. Le silence était lourd, rompu seulement par le bruit régulier des pelles qui s'enfonçaient dans la terre. Chaque coup de pelle résonnait comme un battement de cœur, ravivant un passé que la terre avait si longtemps gardé secret. Les premiers mètres de terre furent retirés avec une minutie quasi religieuse, révélant des couches d'humus et de pierre, témoins silencieux d'un siècle d'oubli. L'odeur de la terre fraîchement remuée emplissait l'air froid de l'automne, lourde de l'attente d'une vérité enfouie, prête à se manifester. Une attente qui semblait suspendue, chaque grain de terre déplacé rapprochant l'équipe de l'horreur indicible. Après des heures d'un travail acharné et méticuleux, le sol commença à livrer ses secrets. Un archéologue, son geste soudain ralenti, fit signe à elle. Équipe. Sous une fine couche d'argile compacte, les contours indistincts de deux petites fosses apparurent, à peine séparées l'une de l'autre. Bientôt, dans un silence de mort, des os fragiles et des fragments de tissu moisi furent délicatement mis au jour, les restes poignants de ce qui semblait être deux jeunes corps. Marie s'agenouilla, ses larmes se mêlant à la terre. Antoine, le magnétophone à la main, enregistrait ce moment historique. Geneviève, la voix tremblante, commença alors la lecture des dernières pensées d'Élise, extraites de son journal. Les mots de la jeune fille, lus à voix haute sur le lieu même de sa sépulture clandestine, résonnèrent avec une intensité déchirante, décrivant la peur, l'abandon et l'horreur de ces derniers instants, une voix enfin libérée après 100 ans de silence forcé. Les pages du journal d'Élise, lues avec une émotion brute, ne laissaient plus aucune place au doute. Elle racontait non pas une mort accidentelle ou une maladie soudaine, mais une exécution froide, une disparition orchestrée par une communauté terrifiée par le scandale. Les mots de la jeune fille accusaient non seulement Gérard Mercier, mais aussi le silence complice du père François, la passivité du capitaine Leclerc, et l'aveuglement volontaire de tout un village, qui avait préféré l'honneur à la justice. Ce haine n'était pas un simple fait divers oublié, mais un crime collectif, scellé par la lâcheté et la peur. La découverte des restes et la voix d'Élise, élevant du sol, brisait enfin le mur de l'omerta, révélant une vérité si longtemps enfouie. Le passé de Saint-Côme-du-Mont, tel un spectre, venait de se matérialiser, exigeant une reconnaissance que le temps n'avait pu effacer. La révélation de l'affaire Dubois, plus d'un siècle après les faits, a secoué la France bien au-delà des monts d'Auvergne. Elle a réveillé une conscience collective sur les non-dits et les hontes enfouies des campagnes françaises du XIXe siècle, rappelant à quel point la respectabilité et l'honneur familial pouvaient, à cette époque, primer sur la vie et la dignité humaine. L'histoire d'Élise et Jeanne est devenue le symbole poignant de toutes ces voix de femmes et d'enfants, souvent orphelins et vulnérables, qui furent jadis étouffés par la peur, l'autorité des notables et le silence complice d'une communauté. Cette tragédie a forcé à regarder en face une part sombre du passé national, celle où État central peinait à faire appliquer la loi dans des territoires isolés, laissant le champ libre aux arrangements locaux et à une justice expéditive dictée par les puissants. Le scandale des Sœurs de Saint-Côme-du-Mont a ainsi ravivé un débat essentiel sur la protection des plus faibles et la nécessité impérieuse de ne jamais laisser l'oubli recouvrir les crimes du passé, même les plus anciens. Suite à l'éclatement de la vérité et à la pression médiatique, les autorités locales de Saint-Côme-du-Mont, sous le regard attentif de la préfecture, n'eurent d'autre choix que d'agir. Bien qu'aucune justice légale ne pût être rendue aux coupables décédés, une reconnaissance officielle du calvaire d'Élise et Jeanne fut enfin accordée. Une stèle commémorative, simple et digne, fut érigée dans le bosquet, au lieu même de leur sépulture clandestine, portant leur nom et la date de leur disparition.
Ce geste symbolique, lourd de sens, a permis au village de commencer à panser ses plaies, à affronter son passé douloureux, et à rompre définitivement avec l'omerta centenaire. L'histoire des Sœurs du Bois est désormais enseignée dans les écoles locales, non comme une honte, mais comme un rappel constant de la vigilance nécessaire, face à toutes les formes d'abus, et de la force de la vérité. C'est une page d'histoire qui a été réécrite, non avec de l'encre, mais avec la reconnaissance de deux vies brisées, enfin apaisées. L'histoire d'Élise et Jeanne Dubois, ces orphelines dont les voix furent si cruellement étouffées, nous rappelle la puissance dévastatrice du silence, et l'importance inestimable de la mémoire. Leur quête de justice, menée avec une détermination inébranlable par Marie Dubois, est un témoignage poignant que même les secrets les plus anciens peuvent être déterrés, et que la vérité finit toujours par éclore. Aujourd'hui encore, des enfants sont victimes d'abus et de la peur qui entravent la parole. Leur sort nous exhorte à rester vigilants, à écouter les voix les plus fragiles, et à ne jamais laisser l'indifférence ou la respectabilité aveugler nos consciences. Si cette plongée dans les profondeurs de l'histoire de Saint-Côme-du-Mont vous a touché, si la quête de vérité et de justice résonne en vous, astérisque et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes, sur des vérités oubliées et des histoires qui méritent d'être enfin entendues. Et partagez cette vidéo pour que le souvenir de Vérité, Élise et Jeanne continue de vivre. Astérisque.